Ok, bah écoutez, je vous propose de commencer. Alors, bienvenue d'abord à toutes et à tous donc, dans cette séance de présentation de la deuxième année du master Conflict Transformation and Peace Studies à Dauphine. Donc, moi, je m'appelle Aurélie Daher, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques ici à Dauphine et je suis co-responsable avec mon collègue Alexis Tsoukias, qui, je pense, va pas tarder à nous rejoindre, et ma collègue Anouk Cadreau, qui malheureusement ne pourra pas être là ce soir. Donc, je suis co-responsable du master, je suis partie de l'équipe pédagogique du master. Alors, on va vous présenter un petit peu la philosophie, le fonctionnement de cette deuxième année du master. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, petite question que je vous pose, est-ce que mes slides ont bien basculé? Oui, Youpi, merci beaucoup. Très bien. Alors, il faut savoir que ce master CTPS est encastré dans une mention qui s'appelle Affaires internationales et développement à Dauphine. Ce qu'on appelle une mention à Dauphine, si vous voulez, c'est une espèce de regroupement de masters. On appelle ça ensuite, alors chaque master, je veux dire, chaque partie, chaque composante s'appelle majeur en M1 et parcours en M2. Bon, un peu de vocable, mais je vous rassure, il n'y a pas de raison que vous vous perdiez. Alors, au sein de cette mention Affaires internationales et développement, en fait, donc, nous avons trois majeurs, trois parcours, économie, développement durable et CTPS. Donc, nous partageons, si vous voulez, une partie à la fois de nos cours et une partie de notre vie pédagogique avec d'autres masters, donc plus orientés vers l'économie ou alors spécialisés comme nous dans le développement durable. Le master Conflict Transformation in Peace Studies, c'est un master professionnalisant. D'accord? Nous ne sommes pas naturellement un master de recherche. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément des étudiants qui, de temps en temps, ont envie, après le master, de continuer avec une thèse. Ça reste quand même l'exception. D'accord? Donc, nous, notre objectif est de former des opérationnels, des cadres qui vont, grosso modo, être actifs dans toute la diversité des métiers de la paix et de la gestion et la transformation des conflits. D'accord? Par définition, nous sommes extrêmement transdisciplinaires. Vous allez faire de l'économie, vous allez faire aussi voilà, vous allez travailler dans les disciplines qui sont relatives au SHS, hein, sciences humaines et sociales. Vous allez faire du droit, vous allez faire aussi de l'informatique. Ce master, voilà, on va dire, s'adresse avant tout à des personnes qui ont une appétence justement pour ce passage d'une discipline à une autre. En tout cas, nécessite en fait de jongler avec des compétences issues de disciplines extrêmement différentes. Nous avons des étudiants qui viennent à partir de là d'horizons extrêmement différents. Certains ont fait soit un master, alors soit ils étaient déjà en M1 AID avec Major Peace Studies et continuent en M2 chez nous, soit donc ils viennent de parcours antérieurs, M1 ou M2. On a des personnes qui ont déjà un M2 et qui souhaitent en fait compléter leur formation avec un M2 à Dauphine, donc dans notre formation. Donc, cela signifie que nous avons des étudiants, on se retrouve en tout cas avec des classes, des promos qui sont extrêmement variés en termes d'origine. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça provoque un espace intellectuel, si vous voulez, extrêmement riche dans des démarches comparatives qui vont un peu être extrêmement stimulantes. D'accord? Donc, ce master, il est accessible en formation initiale, en formation continue. Ne vous étonnez pas de voir parmi vous parfois assis des personnes qui sont en fait en reprise d'études ou qui sont qui sont en fait à cheval à la fois sur le monde du travail et le monde universitaire. Enfin, une grande particularité et parfois en tout cas une bizarrerie dans le monde universitaire français, c'est que ce master, c'est un master boîte à outils. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire qu'avec un même master,
vous allez être préparé finalement à des métiers extrêmement différents. Quand vous faites un master en finance, grosso modo, on sait que vous allez finir dans un métier de finance. Là, notre master, je vous parlais tout à l'heure des débouchés, peut aussi bien vous former à des métiers propres au monde de la diplomatie, des métiers propres au monde de l'humanitaire, des métiers propres à la défense, à la veille, à l'analyse, à la prospective, think tank, etc. Donc c'est extrêmement varié. À partir de là, il est absolument fondamental que l'étudiant qui aspire à rejoindre le master ait un projet professionnel clair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver, surtout en M2, en mode bah, je ne sais pas trop encore ce que je veux faire. Je sais que ça va être grosso modo dans un monde voilà, des studies parce que j'ai certaines valeurs, parce que je voudrais, I would like to make a contribution, comme on dit, je voudrais rendre le monde meilleur, ok, mais les métiers de l'humanitaire, ça n'a rien à voir avec les métiers de la diplomatie. Les métiers de la diplomatie n'ont rien à voir avec les métiers de l'analyse et des think tanks, etc., etc. D'accord? Et quand on arrive en M2, il faut savoir que l'année de M2, elle va beaucoup plus vite que l'année de M1. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Je vais vous expliquer comment elle est construite. Donc, il faut vraiment arriver en M2 avec une idée très claire du type de métier dans lequel vous voulez travailler, le type d'organisation vers lequel vous voulez aller, parce que au final, l'année universitaire, comme j'ai dit, elle va être très courte. Très rapidement, dès la rentrée, vous allez être extrêmement sollicité. Vous allez voir, j'imagine, vous avez regardé la maquette, vous avez regardé l'offre de cours. Donc, on a effectivement, donc il y a des cours obligatoires, mais vous allez voir qu'on a quand même un catalogue d'options extrêmement large qui va vous permettre justement de monter en compétence très rapidement sur la spécialisation que vous visez. Alors, avant de développer encore un peu plus l'identité du master, je tiens à faire un petit warning sur ce que le master Piste10 n'est pas, parce que parfois il y a de la confusion autour de l'identité Piste10. Piste10, c'est quelque chose d'un peu particulier en France, qu'on connaît pas encore très très bien. Le master Piste10 n'est pas un master qui est dédié à l'humanitaire. Vous pouvez tout à fait, et c'est une grosse partie de nos effectifs, finir dans les métiers de l'humanitaire. Mais ce n'est pas, vous n'allez pas avoir uniquement des cours, des intervenants, des séminaires autour des métiers de l'humanitaire. D'accord? C'est un des métiers possibles. Idem, nous ne sommes pas un master de relations internationales. D'accord? Si vous êtes là pour apprendre tout sur les conflits passés, actuels et potentiellement futurs, ce n'est pas non plus le cœur de métier du master. Enfin, nous ne sommes pas un master de War Studies parce qu'on se rend compte à travers les candidatures que beaucoup d'étudiants en fait confondent les deux notions. Gestion de conflit, ça veut dire que dans notre approche, nous travaillons ensemble, nous travaillons avec les divers acteurs engagés dans le conflit pour mettre fin à la violence. Les War Studies gèrent moins le conflit que la menace, c'est-à-dire on est dans l'anticipation, on est dans une logique où le but du jeu, c'est de maximiser son efficacité dans le conflit pour sortir du conflit vainqueur. C'est une toute autre logique que celle du master. Le master Piste 10, c'est aussi un master sans orientation idéologique, hein. On se fiche pas mal de savoir si vous êtes à gauche ou à droite, si voilà, vous voulez aller faire de l'humanitaire au fond je sais pas, de la campagne vietnamienne, ou si au contraire vous voulez rester à Paris pour travailler à faire de la veille et du fichier S au ministère de la Défense, il n'y a absolument aucun jugement de valeur de ce point de vue-là. D'accord? Il est aussi important de comprendre que chez Peace Studies, le national est aussi important que l'international. D'accord? La gestion des conflits, ce n'est pas un besoin qui existe uniquement à 5000, 10 000 km de la France. On a largement ce qu'il faut aussi à la maison. On a une grande partie des étudiants qui restent en France, travaillent en France, font des carrières en France et en sont très contents. Je vous rappelle quand même que, par exemple, aux frontières de la France, on a quand même des pays européens qui ont connu ou qui connaissent aujourd'hui un peu de chaos ou de polarisation politique, hein. Il suffit de penser à la Belgique, il suffit de penser à l'Espagne. À la maison, on a eu quand même plusieurs épisodes ces dernières années de violences policières, hein. Je prends des exemples parmi d'autres
de violences policières ou de manifestations contre manifestations violentes. Je prends toujours dans ma logique que le national est aussi important que l'international. Je vous rappelle que dans le monde de l'entreprise, alors vous êtes trop jeune, vous n'avez pas vécu ça, quoique là, dans l'actualité de ces derniers mois, il y a eu des jugements qui ont été rendus autour de cette affaire qui agitait beaucoup le début des années 2000 autour de France Télécom. On avait des problèmes au travail entre employés et employeurs qui ont amené quand même à des tragédies avec des personnes qui quand même se sont défenestrées. Et puis, je n'ai pas besoin de vous pointer du doigt, hein, vous voyez certainement ça au quotidien autour de vous, toutes les situations de harcèlement, racisme, homophobie, délinquance, exclusion, qui nécessitent aussi parfois une intervention, en tout cas qui justifie de véritables compétences en gestion et transformation des conflits. Quand vous rejoignez le master Piste 10, par ailleurs, on vous demande de vous intéresser à l'ensemble de la chaîne du conflit. Un conflit, ça démarre déjà par des signes annonçateurs. Avant la déflagration, il y a quand même des choses qui commencent à indiquer qu'on pourrait potentiellement se diriger vers de la violence. On a ensuite une phase de déclenchement de la violence. Troisième phase, on est dans l'affrontement, on est dans l'enlisement. Quatrième phase, on est dans l'ultra-polarisation, l'ultra-radicalisation. Enfin, cinquième phase, on commence à réfléchir à mettre fin à la violence. Donc, on a les premiers contacts, les premières propositions pour prévoir une sortie de crise. Et enfin, une fois qu'on est sorti de la violence, il y a tout l'enjeu de la consolidation, la pérennisation de la pacification, s'assurer qu'on ne peut pas faire marche arrière et revenir vers la violence. Or, il faut bien que vous compreniez que si une étape en particulier vous intéresse, j'imagine, il y a certains étudiants, par exemple, qui sont très friands par exemple, des métiers relatifs à la justice transitionnelle, à la réconciliation, etc. Il y en a d'autres, c'est la gestion de crise qui les intéresse. On va vous demander, à travers la formation, de maîtriser l'ensemble de la chaîne et vous aurez des cours qui qui prendront en considération les divers moments de la chaîne. Alors, en termes de débouchés et de perspectives de carrière, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être dans les pistes 10? Vous allez finir un poste de cadre, vous pouvez très bien travailler dans le privé, dans le public et dans l'associatif. D'accord? C'est extrêmement large. Vous pouvez travailler en France, à l'étranger. Les débouchés, nos étudiants peuvent aussi bien finir dans des ONG, des petites, des grosses, des françaises, des étrangères. Ils peuvent travailler pour des organisations internationales de très très haut calibre. Ils peuvent travailler pour des ministères, des institutions nationales. Ils peuvent se retrouver dans des ambassades. Voilà, les associations entrepreneurs sociales, ils peuvent faire du conseil, encore une fois, dans le privé ou dans le public. Ils peuvent travailler dans les think tanks à faire de l'analyse et des rapports. Ils peuvent être dans la sécurité. Ils peuvent être aussi dans l'enseignement. Donc, vous voyez, c'est extrêmement varié. Je vais vous montrer, voilà, une série de logos et c'est vraiment un choix vraiment très peu exhaustif. Voilà, des logos d'institutions dans lesquelles nos étudiants ont pu effectuer des stages ou travaillent aujourd'hui, comme vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts, d'accord? Mais à chaque fois, quand même, le point commun, c'est que nous sommes sur des institutions et des organisations qui ont des besoins de personnes qui ont de véritables compétences en gestion et transformation des conflits. Alors, en termes d'insertion professionnelle, je vous donne juste trois chiffres. Là, ils sont tombés il n'y a pas très longtemps. Donc, on a eu un retour sur justement donc, les diplômés du master AID, de la mention AID pour 2024. Donc, gardez bien à l'esprit que ça, ce n'est pas uniquement pour le master piste 10 ans, c'est une moyenne, mais donc pour cette mention à laquelle participe le master, le salaire moyen à l'entrée, donc pour 2024, il est de 37 600 euros. En moyenne, la recherche d'emploi, elle est de 2 semaines, mais bon, avec les différentiels, grosso modo, on a 83% de nos diplômés qui ont trouvé leur premier emploi en moins de 2 mois. Alors, comment s'articule cette année de master de deuxième année avec la première? Il y a quand même, même si vous postulez à une deuxième année de master, il faut quand même que vous sachiez un petit peu ce qu'il y a eu en M1, comment est pensée en fait la continuité entre les 2 années, parce que vous allez vous retrouver, là je parle essentiellement pour les extérieurs, ceux qui n'ont pas fait le M1, vous allez vous retrouver justement avec de gros effectifs de personnes qui ont suivi le master depuis le M1. En fait,
L'articulation entre le M1 et le M2 fonctionne un peu en entonnoir. En M1, on demande aux étudiants de goûter de manière un peu obligatoire, à travers une série de cours obligatoires, pluridisciplinaires, à plusieurs choses qui touchent à plusieurs types de métiers. Je sais un peu, c'est le buffet et on vous fait goûter à la fois voilà, la cuisine française, la cuisine mexicaine, la cuisine, je sais pas, libanaise, grecque, etc. Parce que justement, on veut que vous essayiez un peu de tout. Et puis ensuite, on a l'année de césure qui est absolument fondamentale pour que vous touchiez du doigt, là, cette fois-ci en pratique, ce pourquoi vous êtes vraiment fait et ce pourquoi, a priori, finalement, ce n'est pas forcément votre tasse de thé. Par-dessus le marché, nous avons constaté avec les collègues au cours des années qu'on a beaucoup d'étudiants qui, au demeurant, en toute sincérité et de toute bonne foi, arrivent en M1 ou arrivent, on va dire, en M2 en ayant une idée particulière dans certains types de métiers, en imaginant que les métiers de la diplomatie, c'est ceci, qu'un diplomate, ça fait cela, qu'un humanitaire, ça fait encore autre chose. Et puis finalement, à travers la césure, on se rend compte que, ah ben non, mais c'est pas du tout ce que j'imaginais. En fait, c'est pas du tout ce que je veux faire. D'accord? Donc, l'année de césure, elle sert, si vous voulez, aux étudiants à tester justement les habitants. Ce sont ce qu'on appelle des stages d'exploration, d'accord, entre guillemets, de tests. En revanche, quand vous arrivez en M2, là, normalement, entre votre première année où vous avez goûté un peu tous les cours et puis l'année de césure où vous avez testé, là, cette fois-ci en pratique, deux, trois métiers entre lesquels vous hésitez, normalement, vous arrivez en M2, comme je le disais, dès septembre, ça y est. Vous savez grosso modo dans quelle branche vous voulez être, d'accord? Vous avez des stages dans cette branche qui commence à vous donner une certaine légitimité. Et cette fois-ci, les cours en M2, comme je disais, vont être dans une logique où il va falloir que vous fassiez cette fois-ci, vous, le menu, d'accord? Vous allez avoir un bouquet d'options et vous allez aller vers les options qui vont vous permettre de monter en compétence davantage sur ce domaine de spécialisation qui vous intéresse. Arrive ensuite au deuxième semestre, un choix à faire, soit vous faites un mémoire de recherche, ça c'est pour les personnes qui veulent faire une thèse ou qui ont déjà beaucoup d'expérience professionnelle à leur actif. Donc évidemment, ça concerne un nombre minime d'étudiants. La majorité écrasante des étudiants fait donc suit le deuxième choix qui est le stage. Donc pendant au moins 6 mois, on va vous demander cette fois-ci un stage, donc comme je disais, de spécialisation qui est cohérent avec votre souhait de spécialisation, cohérent avec les enseignements que vous avez suivis. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc le master aussi Studies est un master où, évidemment, la maquette, elle évolue tous les ans. Vous avez de plus en plus de cours en anglais. Il faut vraiment être à l'aise avec l'anglais. On ne vous demande pas vos notes, pas en tout cas de notes de TOEFL, etc. On vous fait confiance. Au demeurant, si vous n'avez pas le niveau pour suivre, vous serez les premiers pénalisés. Mais grosso modo, il faut que vous soyez assez à l'aise pour pouvoir suivre des cours en anglais qui sont donnés parfois par des anglophones, hein, des personnes qui sont native, comme on dit. Et puis rendre vos devoirs, présenter à l'oral, voilà, des travaux en anglais. Alors, quand je parlais justement de ce bouquet d'options, euh, pour vous donner un maximum de chances justement d'accéder à ce qui se fait de mieux dans les spécialités qui vous intéressent, on a deux conventions, deux accords, une avec l'ENS et une avec l'American University of Paris, qui nous offre justement qui nous ouvre les portes de leurs cours. Et donc, ça va vous permettre justement en fait, de naviguer entre les divers établissements pour vraiment aller chercher ce qui, à votre sens, est le plus pertinent pour monter en compétence sur votre spécialisation. L'ENS nous ouvre ses portes pour les langues, en tout cas une partie des langues. Il y a aussi une partie des langues qu'on peut faire en fonction de la langue que vous choisirez. Vous pourrez aussi rester à la maison à Dauphine. Et puis donc, tout un bouquet d'options. Pareil, American University of Paris nous ouvre son séminaire War College, où vous avez des mises en simulation, vous avez des simulations, pardon, avec des mises en situation, voilà, pardon, des mises en situation de gestion de situation, de sortie de guerre, sortie de crise. D'accord, donc votre montée en professionnalisation, elle se fait à travers donc, ces options de spécialisation. Vous avez aussi toute une série de conférences professionnelles obligatoires, où d'ailleurs vous retrouverez les M1,
où donc, nous invitons au premier semestre une dizaine d'intervenants. Donc ça, ils interviennent le lundi sur l'heure du déjeuner. Nous invitons volontairement des personnes différentes tous les ans, des personnes que l'on va chercher dans des métiers différents. Vous aurez des humanitaires, vous aurez des militaires, vous aurez des personnes qui font de la sécurité, vous aurez des personnes qui font de la veille et qui vont venir parler de leur travail, qui vont venir décrire très concrètement en quoi consiste leur boulot, les difficultés de leur boulot, etc., pour vraiment, autant que faire se peut, vous faire toucher du doigt concrètement, voilà, cette galaxie des métiers et des pistes 10 et vous aider à mieux vous orienter. Et puis enfin, comme je disais, au second semestre, vous avez le stage ou le mémoire, encore une fois, qui participe à cette montée en compétences. En vacances de février, nous avons un voyage d'études qui n'est pas obligatoire, d'accord? Un voyage d'études où nous emmenons les étudiants dans une destination, pas nécessairement à l'étranger, ça peut aussi être en France, mais qui aborde voilà, un cadre social ou politique, soit où il y a eu une guerre, soit il y a eu un conflit, une grosse crise politique, et nous rencontrons voilà, des acteurs sur le terrain qui, voilà, eux aussi, participent au partage de leurs compétences, de leurs réflexions, de leurs enjeux, les obligations qu'ils ont eu voilà, à manier dans la gestion de crise ou dans voilà, cette situation de guerre, cette situation violente qu'ils ont eu à gérer. Pour les primo-entrants, alors là, je suis désolée, je prie d'excuser les étudiants qui vont arriver directement en M2 qui n'auront pas fait le M1. Ils ne sont pas concernés par cette possibilité. Mais pour les primo-entrants, les personnes qui ont fait le M1 à Dauphine, donc il y a possibilité d'avoir un double diplôme avec l'université de Pise. Donc on peut partir toute l'année de M2 à Pise. La vie ensuite du master est aussi dynamisée par l'existence d'une association, l'association APSD, donc Association Piste 10 de Dauphine, qui intervient à plusieurs niveaux dans la vie du master. Donc évidemment, bah, elle est chargée de toute la com, la promotion de la vie, de l'actualité du master hein, sur les réseaux sociaux. Il y a aussi donc une grande partie organisation d'événements avec alors soit des professionnels, soit aussi avec des, enfin, des personnes du monde audiovisuel, projection de films, de documentaires en lien avec les conflits, invitation par exemple des réalisateurs ou des acteurs, etc., discussion avec les présents. On a eu de très très beaux événements organisés par la PSD ces dernières années autour de ces thématiques. L'association aussi anime un podcast qui s'appelle L'arme de paix, pardon, où voilà, un certain nombre, alors soit d'universitaires, soit de professionnels justement de la gestion des conflits, de la violence politique, voilà, sont interviewés. Vous pouvez regarder ça sur YouTube. La PSD aussi participe aux grandes dates du master, hein, donc les conférences, la remise des diplômes, ils sont sur le pont. Et puis enfin, donc l'association, elle participe à la préparation du voyage d'études, tout ce qui est notamment réservation des hôtels, prospection des acteurs à rencontrer sur place, donc préparation hein, du voyage. Et puis enfin, donc, elle met à jour, elle est responsable de la mise à jour de la liste des alumni et qui vont énormément vous aider donc, à trouver notamment, en tout cas au moment où vous serez en prospection de stage ou d'emploi. Et si je ne dis pas de bêtises, l'association organise justement avec les alumni des afters, voilà, où les profs ne sont pas invités, mais où ça vous permet justement d'aller un peu faire un peu de network dans des conditions sympathiques, et puis encore une fois de travailler à trouver donc vos stages et vos emplois. Alors, je m'arrête là volontairement, parce que le but du jeu, c'est de vous laisser la parole, vous puissiez poser des questions. Alors, je vous prie de m'excuser, moi, je ne vais pas rester très longtemps, je vais rester une vingtaine de minutes, je suis obligée de vous abandonner à écart. Je vais répondre donc à vos questions. Je vais vous demander de faire passer d'abord les questions relatives donc à tout ce qui est pédagogique cours. Et ensuite, donc, nous avons avec nous deux étudiantes du M2 actuel, donc Salomé et Aminata, que je salue et que je remercie vraiment pour leur présence ce soir, qui, elles, donc, répondront à vos questions plus sur l'avis du master, peut-être le choix des options, les profs. Donc, voilà. L'équipe pédagogique va s'éclipser à écart pour vous donner plus de privacy. Voilà, l'œil de Moscou, l'oreille de Moscou ne sera pas là, histoire de vous donner peut-être un peu plus voilà, de liberté dans vos questions. S'il y a des questions que vous n'osez pas poser, vous pourrez les poser à Salomé Aminata
en toute confiance et elles pourront vous répondre, elles aussi, en toute sincérité. Voilà, grosso modo, Aurélie, je suis là. ce que j'avais à dire. Oui, alors, Alexandro Soukias, donc Alexis, justement, un de mes deux coéquipiers que j'avais mentionné au départ est là. Donc, bah, c'est super. On va pouvoir fonctionner en copilote pour répondre aux questions des étudiants. Est-ce que donc il y a une première personne qui veut poser une question? N'hésitez pas à lever la main. Pas de questions. Personne n'a de questions. Tout est très clair. Ah, alors, Paula, yes. Oui, moi j'ai une question. Je mets peut-être ma caméra. Bonjour. Petite question, moi, pour le double diplôme à Pise, parce que je crois que je serais bien intéressée de le faire, pour savoir comment ça se passe pour candidater. J'avais déjà envoyé un mail et du coup, si j'ai bien compris, mais juste pour être sûre, je dois, quand je vais candidater, c'est dans la lettre de motivation que je dis que je veux participer au double diplôme ou pas. Alors, Alexis, je te laisse la main dessus parce que c'est surtout toi qui gères justement le double diplôme. Oui, il n'y a aucun problème. Euh, alors, une fois que vous êtes admis au M2, vous signalez le fait que vous voulez partir à Pise parce qu'il faut que vous soyez étudiante à Dauphine. Ok. Donc, une fois que vous êtes admis au, au M2, alors à ce point-là, vous signalez le fait qu'il y aura une annonce, en tout cas, une fois que nous avons choisi les étudiants, il y aura une annonce qui dit euh, qui est intéressé à aller euh, à Pise. Il présente une demande, et alors vous faites votre demande, et ben, s'il y en a trop, il faudra choisir, et sinon, vous êtes envoyé. Alors, Ok. il faut attendre en fait que vous soyez accepté en M2 pour, euh, pour pouvoir après Ok. prévenir que vous voulez partir à Pise. Il y a Et une si... question que je vois dans l'espace de communication. Peut-on rejoindre le master après une licence L3 de gestion à Dauphine? La réponse est oui, mais il faut faire le M1 avant le M2. Vous ne pouvez pas passer de L3 à M2 direct. Mais oui, oui, aucun problème. Bien sûr, les L3 gestion sont tout à fait invité à postuler. Est-ce que c'est difficile d'y entrer? Les notes sont-elles prises en compte? Alors non, en master piste 10, les notes, ça ne suffit pas. Évidemment, il faut avoir de bonnes notes, mais il faut aussi avoir un vrai projet professionnel, hein. Il faut avoir quand même une visibilité sur ce qu'on veut faire, sur ses motivations. Il faut pouvoir prouver dans son CV, alors pas forcément qu'on a des stages dans les pistes 10 ou qu'on a travaillé dans les pistes 10, mais au moins il y a un engagement associatif. Il faut quand même qu'on sente que vous avez une vraie appétence pour ce type de métier. Et puis, il y aura, si votre dossier est accepté, il y aura un oral. Voilà, pour les M1, c'est des oraux en groupe par trois personnes, trois étudiants à la fois. En M2, ce sont des entretiens individuels. Alors, je vais ajouter, il faut que vous preniez en compte que le taux de sélection, c'est plutôt élevé. En M1, on a euh, 300 candidats, 250, et on choisit 25. Et en M2, donc pour une admission directe en M2, on en a moins, mais on en a beaucoup moins de postes parce que normalement, ceux qui viennent du M1 continuent en M2. Donc, on recrute de l'extérieur chaque année 5, 6, 7 personnes et on a 80 candidats à peu près. Donc, on est toujours dans un rapport d'admission de 1 à 10. Et on privilège beaucoup le fait de faire l'ensemble du master, donc des années, et non pas les admissions en EMA. Alors, il y a quelqu'un qui avait soulevé la main. Euh, Oui, je crois que c'est Gabriel, c'est ça, non, si je ne dis pas de bêtises. oui, Gabriel, vous avez demandé de parler. Ah, elle s'est peut-être déconnectée, elle a peut-être des petits problèmes de connexion. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Qu'on a d'autres personnes avec d'autres questions?
Non? Pas de questions? Tout est très clair. Tout est très clair. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, bah, écoutez, on va vous laisser avec Salomé et Aminata, si vous voulez discuter avec elles de leur expérience, de ce qu'elles imaginaient du master, de ce qu'elles y ont trouvé. Voilà, on vous laisse discuter du coup avec des personnes qui connaissent le master et la vie du master sur le bout des doigts. Ben, on vous remercie. Ah, quelle filière pensez-vous qu'il faut faire? Attendez, hop, je regarde, finalement, il y a une question. Quelle filière pensez-vous qu'il faut faire en L3 si on veut avoir plus de chances d'entrer en M1? Qu'est-ce que vous voulez dire par filière? J'imagine C'est une que discipline parce que, mais c'est la même personne, je crois que c'est la même personne qui a demandé L3 gestion. La question non, sur non, L3 non, non, gestion. non. Euh, il n'y a pas une filière de préférence. Et il faut que vous soyez, vous, convaincu de ce que vous voulez faire. On a eu des étudiants qui viennent d'une école d'ingénieurs, qui ont fait des maths, qui ont fait de l'informatique, de la gestion, de la sociologie, des sciences politiques, du droit international, euh, et ils ont eu tous leur... non. Donc, il n'y a pas une filière privilégiée. Il faut savoir qu'on cherche des gens qui ont un profil équilibré. Euh, on ne veut pas des gens qui ont des profils monodisciplinaires, parce qu'il faut avoir une capacité de comprendre la sociologie, même si vous ne l'avez pas faite, et de comprendre les maths, même si vous n'avez pas fait beaucoup. Euh, euh, et le fait d'avoir un commitment, non? À la fois pour vous-même et dans votre profil professionnel sur le métier que vous allez faire. Donc, il n'y a pas vraiment une filière de préférence. Est-ce que ça répond à vos questions? C'est bon? Eh bien, Salomé Aminata, OK. c'est à vous. Alors, on Et vous laisse avec les étudiants qui connaissent la vérité. Donc, voilà, exactement. à Merci. notre place. OK. Très bien. Alors, bonne soirée à tout le monde.